J'ai la chance d'être artiste, d'être sculpteur, sculpteur animalier. Je n'ai pas toujours fait ce métier, puisque pendant 20 ans, j'ai travaillé dans la finance, dont une dizaine d'années à la direction financière d'un groupe de presse. Mais j'ai été rattrapé par ma passion profonde, mon intérêt pour les animaux, pour la faune domestique et sauvage, et qui vient de très très loin. Depuis que je suis enfant, j'ai cette passion viscérale en moi de l'animal. J'ai la chance, depuis une petite quinzaine d'années, d'avoir sauté le pas et désormais de vivre de mon art et d'en faire vivre ma famille. À l'adolescence, j'ai découvert la grande école de la sculpture animalière française avec un nom bien connu des collectionneurs, Antoine-Louis Barye. Barye qui est né en 1795 et enfant qui était en apprentissage et qui a découvert les zoos. Les zoos qui se sont ouverts en public à ce moment-là, puisqu'auparavant les zoos étaient privés. Mais après la Révolution, ce qui restait du zoo de Versailles a été ramené à la ménagerie du Jardin des Plantes et le Jardin des Plantes s'est ouvert au public. Et à ce moment-là, c'était littéralement Jurassic Park avant l'heure. Les gens découvraient des grands fauves, des éléphants, toutes sortes d'antilopes, etc. Et Antoine Barry s'est mis à les modeler. Et puis, il a eu beaucoup de succès. Il a créé une véritable école de la sculpture animalière française qui est d'une précision, d'un réalisme remarquable, avec des fontes parfaitement réalisées. Ma passion profonde, c'est l'animal. Je suis heureux quand je marche dans la brousse en Namibie ou au Burkina Faso et que j'observe une lionne, des éléphants ou des antilopes. C'est vraiment ce qui rejoint profondément une sorte de tressaillement intérieur, une fascination. Il est nécessaire d'observer et de comprendre le comportement d'un animal. Il faut, pour bien représenter, comprendre, je n'aime pas ce mot, mais en quelque sorte la mécanique de l'animal. Si on sait qu'un éléphant ne peut pas sauter, il ne peut même pas galoper sur une seule patte comme le ferait un cheval, puisque la forme de ses articulations fait qu'il doit toujours avoir deux pattes au sol, même quand il court. Si on ne comprend pas ça, la représentation sera ratée. Donc, je me documente toujours, mais j'allais dire sans effort, puisque c'est par passion. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de très important qui est le sens de l'observation. Donc je crois que nous avons sans doute un sens de l'observation, mais qui est appelé à être tout à fait développé aussi par les habitudes, par la culture, par l'environnement, par une sorte d'héritage familial. Il est évident que les gens qui vivent à la campagne, qui côtoient les animaux, ont un sens de l'observation beaucoup plus développé. Ils ont cette richesse en eux. Observer la nature, c'est une passion et c'est un repos. C'est une joie profonde. On observe l'autre indépendant. C'est la beauté d'une ligne, c'est la beauté d'un pelage, d'un plumage, des écailles, mais c'est une vie indépendante, fascinante. Et puis il y a bien sûr la puissance d'un éléphant, d'un rhinocéros, d'un taureau, d'un cheval de trait, une puissance que nous n'avons pas ou pas dans les mêmes proportions, ou alors par artifice. Alors l'homme a autre chose, évidemment, mais dans la nature, on trouve beaucoup de charme, de beauté, de force que l'homme n'a pas en lui. Si j'écoutais les galeries, qui font un travail remarquable, hein, je précise que sans galerie, je ne pourrais pas être artiste. Mais évidemment, je ferais des rhinocéros, des éléphants et des gorilles. C'est un peu le trio gagnant que les collectionneurs aiment beaucoup. Mais on en revient toujours à la même chose. Comme ma passion va aux animaux, il m'est arrivé de faire une hyène, un casoar, un dragon de Komodo, ce lézard gigantesque qui peut faire 3 mètres de long. Ça m'intéresse de réussir à rendre dans la réalité un animal assez peu courant. Et puis, il y a aussi des animaux que l'on retravaille sans cesse. Donc, je retravaille sans cesse, c'est vrai aussi, les éléphants notamment, les rhinocéros, parce qu'on n'est jamais totalement satisfait. Il y a toujours cette espèce d'écart entre ce que l'on a profondément en soi, ce que l'on souhaite réaliser, et la réalité. Si on arrivait au chef-d'œuvre absolu, parfait, selon l'esprit du sculpteur, de l'artiste, il s'arrêterait. Mais il est toujours en quête d'aller plus loin et de perfection. Quand on regarde un peu l'histoire de la sculpture animalière, on s'aperçoit qu'au XIXe siècle, avec Antoine-Louis Barye dont j'ai parlé, on ne concevait pas de représenter un animal de façon stylisée, totalement lisse, déchirée, déstructurée, esquissée. On cherchait à s'approcher au maximum de l'animal réaliste, figuratif. Et puis, les choses ont évolué peu à peu avec quelques grandes étapes. Par exemple, Rembrandt Bugatti, au début du XXe siècle, qui a représenté les animaux de façon plus esquissée. C'est comme s'il s'était arrêté au cours de son travail, où on voit des traces d'outils, des traces de doigts, avec un résultat absolument magnifique et des fontes réalisées par Adrien Hébrard qui étaient absolument des merveilles. Et puis on a continué avec d'autres sculpteurs, Pompon qui a fait des animaux totalement lisses, on connaît tous son ours polaire, tout lisse. Lui-même savait très bien sculpter, qui faisait tous les détails
avant de les enlever, en disant de loin, je ne vois pas les détails. C'est pour ça que ces œuvres sont très frappantes, c'est qu'il n'y a pas d'erreur de morphologie, puisqu'il était capable de faire tous les détails. Et donc la sculpture a continué à évoluer ainsi, et aujourd'hui, il y a un peu de tout. Vous avez de la sculpture très figurative, mais aussi des choses toutes lisses, toutes rondes, des choses déchirées, des choses esquissées, etc. Je regrette un peu qu'il y ait peu de sculptures très figuratives. Et ça renvoie à autre chose, qui est l'état de l'art aujourd'hui, de l'art contemporain, où il y a une déconnexion radicale entre ce qu'aiment les collectionneurs, les acheteurs, et souvent ce qu'aiment faire les artistes, et puis une sorte d'art officiel qui justement est en lutte contre le côté réaliste, figuratif. Et c'est très frappant de voir à quel point on s'est éloigné de l'art très figuratif, très réaliste du 19e siècle, qui est sans doute un des siècles où l'art en France a atteint son sommet, avec une raison très simple, qui est que la formation des artistes était extrêmement exigeante et poussée, avec des cours beaux-arts difficiles, des formations dans les ateliers auprès des artistes, de longues séances de formation dans les musées à recopier des œuvres. Et donc, c'était un peu les gammes que les artistes faisaient avant de s'émanciper et de pouvoir créer eux-mêmes ce qu'ils souhaitaient. Aujourd'hui, malheureusement, on explique beaucoup aux artistes qu'ils n'ont pas besoin de faire de gamme et que, puisqu'ils sont artistes, tout ce qu'ils font est génial. Et donc, ils peuvent très bien faire 3 collages, faire quelques gribouillis, faire un tag, faire un tableau uniformément bleu, ou blanc, ou noir, ou jaune. Et étant artistes, forcément, l'œuvre qu'ils ont créée est devenue une œuvre d'art transcendante. Je regrette beaucoup cela. Il est compliqué de réaliser un bronze. Ce sont des étapes longues, techniques, artisanales. Alors en France, nous avons une grande chance, c'est que dans notre histoire, nous avons un vrai savoir-faire, comme les Belges, comme les Allemands, les Italiens, bien sûr. Mais nous sommes sans doute parmi les pays qui avons le plus grand savoir-faire encore aujourd'hui en matière de fonte d'art. Il y a deux techniques pour fondre un bronze. Il y a la technique de la fonte au sable et la fonte à la cire perdue. La fonte au sable est techniquement plus simple. Pour simplifier énormément, l'artiste crée une pièce en plâtre, en cire, en terre, et il va l'imprimer dans un bac de sable. Le bac de sable va prendre la forme en creux de cette pièce sur plusieurs côtés, et dans cet espace, on va couler le bronze qui va donc prendre, en positif cette fois, la forme de la pièce. Au 19e siècle, on avait beaucoup recours à cette technique parce qu'elle était simple techniquement, mais elle demandait beaucoup de main-d'œuvre. Mais à l'époque, la main-d'œuvre n'était pas très chère. La fonderie barbedienne, par exemple, qui elle, a duré jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui était très, très active au 19e siècle, a compté plusieurs centaines d'ouvriers qui ciselaient les modèles, qui étaient donc sortis de la fonte au sable et qui étaient repris avec un chef modèle sous les yeux, réalisé par l'artiste lui-même, et donc qui reprenait et reproduisait parfaitement la ciselure de la pièce originale. Et puis, c'est bien connu, au cours du XXe siècle, l'évolution fait que la technique est devenue moins chère et la main-d'œuvre est devenue plus chère. Et donc, on est revenu à une technique ancienne, qui est la fonte à la cire perdue. Je précise que les deux techniques existent encore aujourd'hui. La fonte à la cire perdue. Et là, le processus est beaucoup plus technique. On réalise une œuvre en terre, et sur cette œuvre en terre, la fonderie va réaliser un moule qui autrefois était en gélatine et qui aujourd'hui est en élastomère. L'élastomère prend absolument tous les détails. Il est arrivé de retrouver sur mon bronze des empreintes digitales qui étaient sur la terre à l'origine, alors qu'on va voir qu'on est passé par de très très nombreuses étapes. Donc on fait un moule en élastomère, mais comme l'élastomère est mou, autour on va faire un deuxième moule, une chape en plâtre armée avec du crin ou du sisal. On démoule, on rend à l'artiste sa pièce en terre ou en plâtre ou en cire d'origine. L'idéal, évidemment, ce serait de couler dans ce moule en élastomère le bronze. Mais le bronze, en fusion, c'est quasiment 1100 degrés. Et donc, évidemment, l'élastomère serait troué. Il faut donc recréer dans ce moule en élastomère une nouvelle sculpture qui est faite en cire. Donc, on applique une fine couche de cire à l'intérieur du moule en élastomère et on démoule à nouveau. On a donc la réplique en cire de la pièce originale en terre. Cette pièce en cire peut être touchée à ce moment-là par l'artiste. Cette pièce en cire, une fois qu'elle est vraiment terminée, ciselée, éventuellement signée et numérotée, on va la mettre dans un grand cylindre en métal. On la positionne au milieu en la faisant tenir avec des barrettes de cire et on va couler du plâtre. On a donc un grand cylindre rempli de plâtre liquide avec au milieu notre pièce en cire. On met dans un grand four qui va chauffer très progressivement pendant en général plusieurs jours, jusqu'à 500, 600 degrés.
et le plâtre va sécher. À la fin, enfin, la chaleur arrive à la cire qui est au milieu. Et la cire va fondre et s'écouler par un trou, un égout que l'on a prévu. Et c'est pour ça qu'on avait ça fonte à la cire perdue. Bien sûr, la cire est récupérée, recyclée, rien n'est perdu. Le résultat, c'est que nous avons un cylindre en plâtre dur avec un vide au milieu qui a exactement la forme de notre pièce. On sort le cylindre du four et on va couler le bronze en fusion. Le bronze, c'est essentiellement du cuivre. Le bronze d'art, c'est 85% de cuivre. Il est en fusion, il est liquide comme de l'eau et il va occuper cet espace vide à l'intérieur du plâtre. Une fois que le bronze a été coulé dans cet espace, on met le cylindre dans l'eau, le plâtre se délite, il nous reste la pièce en bronze. Elle n'est pas belle. À ce moment-là, elle est très vilaine. Il y a ce qu'on appelle les attaques. Il y a des trous parce que le bronze est creux, on a laissé le plâtre aller au milieu. Il y a des barrettes de métal qui tiennent le noyau en place. Et puis, ça arrive qu'il y a des petites imperfections. Donc, à la fonderie, il y a les ciseleurs qui vont faire tout le travail possible pour rétablir la pièce et la remettre en état. Et normalement, l'artiste intervient à son tour pour refaire ses propres ciselures. C'est lui qui va repérer qu'il y a la corne d'une antilope qui n'est pas tout à fait dans la bonne position, ou une oreille dont un petit bout est parti. Et donc, on peut encore ressouder, retravailler. La dernière étape, l'ultime, qui est un peu la récompense du sculpteur, c'est la patine. Le bronze, c'est essentiellement du cuivre. Il a donc une couleur mordorée, comme une bassine de cuivre. Donc, on va chauffer la pièce au chalumeau et on va appliquer des oxydes. Donc, ce n'est pas une peinture, c'est une oxydation volontaire, voulue de la pièce, avec, par exemple, pour faire un marron très classique, de l'oxyde de fer ou du nitrate de fer, ou on peut faire du blanc avec du titane. On peut même, si on veut, colorer légèrement l'oxyde avec une goutte de gouache et ainsi avoir un oxyde coloré qui nous permettra de faire un rouge, un bleu ou autre. Et enfin, on la cire parce que nous avons toujours sur les mains un peu de sueur, un peu de quelques saletés. Et donc, si on touchait à la patine, elle serait vite abîmée. Donc, on cire la pièce avec de la cire d'antiquaire ou même du cirage qui permet de bien protéger la patine. Dans les grands projets, il y a eu la réalisation d'une girafe et d'un girafon grandeur nature. Donc, je vous l'ai dit, je visite énormément de zoos partout dans le monde et je me suis aperçu que dans les zoos, presque toujours, il y avait des œuvres d'art. Pourquoi? Parce que quand vous allez au zoo, vous êtes dans les dispositions idéales pour admirer l'art. Vous avez du temps. Vous avez les yeux et le cœur grand ouverts. Vous êtes prêt à vous arrêter quelques minutes pour observer un zèbre, un porc-épic. Et donc, vous êtes prêt à vous arrêter quelques minutes pour observer une belle œuvre d'art. Et je me suis aperçu que dans le zoo de Lyon, qui est en plein cœur de la ville, c'est le zoo le plus visité de France parce qu'il est gratuit, où il y a 2,5 millions de visiteurs par an, il n'y avait pas d'œuvre d'art. Et j'ai trouvé cela dommage. Donc, j'ai soumis l'idée à un ami. Nous sommes allés voir la mairie. À l'époque, c'était Gérard Collomb, qui était très intéressé par le projet, mais qui nous a dit qu'il n'avait pas de fonds pour cela. Et donc, nous avons lancé une grande collecte auprès de mécènes, mais aussi de particuliers, qui ont donné de 5 à 1 000 euros chacun. Pour ma part, je ne me suis pas rémunéré du tout sur ce projet, mais il fallait bien payer la fonderie, la fonte. Et des grandes entreprises se sont passionnées pour le sujet. L'une nous a dit, je vais faire la certification gratuite, puisque la mairie en avait besoin. Une autre nous a dit, je vais vous faire le socle en béton gratuit, etc. Et tout le monde a participé à cet élan parce que finalement, une belle sculpture classique, dans un cadre classique, il savait que ce serait en quelque sorte intemporel. Et ce projet donc a permis de réaliser une sculpture. L'ensemble fait 1,5 tonne et a été offert à la ville de Lyon et est toujours bien installé au cœur du zoo. Et c'était un projet absolument enthousiasmant, techniquement. C'était un très très gros travail qui a pris des années. Mais il y a eu cet élan fantastique. Il est indispensable que l'artiste développe une technique, quelle qu'elle soit, et qu'il la retravaille, parce que en y passant du temps, en étant exigeant, en se critiquant soi-même, on progresse. Et ça ne se fait pas en 2 minutes. Donc, on peut toujours développer des grandes théories sur c'est une œuvre d'art, n'empêche qu'il y a un moment où il y a une réalité concrète, une réalité physique, avec quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. À la fonderie Barthélemy, où je vais, il y a un artiste qui fait de très belles sculptures, qui vend énormément, qui en vit très très bien, qui est connu au plan international. Il a déménagé pour habiter à côté de la fonderie et revenir tous les jours travailler à la fonderie. Voilà quelqu'un qui pourrait très bien déléguer, faire. Et lui, par amour de l'art, parce qu'il a conscience que le collectionneur, l'amateur, le client, en quelque sorte, va mettre quelque chose de lui, son temps, sa passion, beaucoup d'argent dans une œuvre, lui, de son côté, le créateur, il doit en mettre autant dans la création de l'œuvre. Et le véritable artiste, pour moi, c'est cela.